Bonsoir à tous, bienvenue au Human Talks d'avril 2022. Du coup, ce soir, déjà, on va rappeler ce que c'est les Human Talks. Donc, merci d'être là. Ce soir, en fait, on a une édition à distance des Human Talks. Les Human Talks, c'est des petites conférences qui sont ouvertes à toutes et à tous, qui, quand les conditions le permettent, se déroulent dans plusieurs villes un peu partout en France. Aujourd'hui, c'est à distance, du coup. Ça va être 4 petits talks de 10 minutes, suivis chacun de 5 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de l'événement. Ça se passe tous les deuxièmes mardis du mois. Et puis, le speaker pourra répondre à vos questions. Voilà. Du coup, pour le premier... Ah oui, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, donc @HumanTalks. Pour le premier talk, on aura Nicolas qui va nous parler de Kotlin multiplateforme, donc pour le mobile et plus. Ensuite, Maxence nous présentera l'éco-conception d'une application mobile avec un exemple, Facebook Lite. Puis Jean-Philippe nous expliquera comment on peut utiliser Gitpod pour avoir tout ce qu'il faut pour développer une appli en Java. Et enfin, Geoffrey nous expliquera comment créer un abstract solide en 10 minutes ou presque pour les conférences. Voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas à participer via le chat. Et puis, du coup, je laisse la place à Nicolas. Alors, juste avant, un petit truc pour le dernier talk. En fait, on aurait besoin d'un sujet. Donc, n'hésitez pas à mettre des sujets qui vous tenteraient de voir un abstract apparaître en live. On va essayer de faire ça ensemble pour finir la session. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous avez des sujets, je sais pas, du cloud, du front, du back, des sujets qu'on connaît pas. Après, on verra. Super. Bon. Let's go, Nicolas, si tu veux y aller. Ouais, il y a mon écran qui est visible. Pas encore. Hop. Je pense que c'est bon. Bonsoir à tous. Je suis Nicolas Hahn, je suis développeur Android chez BAMTech et je vais vous parler de Kotlin multiplateforme. Alors je vais vous représenter rapidement le langage Kotlin, puis je vais vous parler de Kotlin multiplateforme, son application au mobile, la comparaison de Kotlin multiplateforme avec les autres frameworks cross-platform mobile. Et enfin, on va voir ce qu'on peut faire si on met du Kotlin un peu partout dans son projet. Kotlin, donc, très rapidement, c'est un langage qui a été créé par JetBrains qui fait des IDE et qui a voulu créer un langage compatible avec Java mais qui améliorait un peu la syntaxe. Donc ils l'ont créé en 2011 et ils ont sorti la version stable en 2016. Et en fait, dès 2017, ils ont commencé à le faire tourner sur d'autres plateformes. Ça veut dire ils ont pris la syntaxe d'un langage qui normalement tournait sur la JVM et ils l'ont transpilé en JS ou fait tourner compilé de manière native. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que on a un même langage qu'on peut faire tourner à la fois sur du backend Java ou sur de l'Android. On peut le faire tourner sur du back JS ou du front JS et même sur Windows, de l'iOS, macOS, etc. Kotlin multiplateforme maintenant, qu'est-ce que c'est? En fait, si on prend un langage et qu'on essaie de le faire tourner sur une plateforme, en fait, on a de toute façon besoin d'accéder aux API de la plateforme. Donc sur la JVM, ce sera les API de la librairie standard Java, etc. Kotlin, en natif, on aura les API de macOS ou même les API POSIX ou de Windows. Et en JS, on aura accès aux API DOM, HTML ou aux API de Node.js.
Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces 3 plateformes, ce qu'elles ont en commun au final, si on fait du Kotlin dessus, c'est qu'il y a juste la librairie standard Kotlin. La librairie standard Kotlin, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une collection de quelques types de bases, quelques collections, quelques utilitaires pour faire des strings, mais ça va pas plus loin en fait. C'est un peu ce qu'on aurait si on prend n'importe quel langage et qu'on le porte sur une nouvelle plateforme. En fait, on n'a pas forcément accès aux API de la plateforme. Et en fait, Kotlin multiplateforme, en fait, c'est un ensemble d'outils, un framework, on va dire, qui apporte justement la possibilité de créer tout un écosystème autour de Kotlin multiplateforme. Donc, ça permet d'abord de faire tourner du code Kotlin sur plusieurs plateformes, comme on vient de voir. Mais il y a aussi des outils d'interopérabilité, c'est-à-dire que ça va générer automatiquement des bindings avec Swift, des bindings avec JS. Donc, on va pouvoir appeler du JS depuis Kotlin, du Kotlin, oui, du JS depuis Kotlin ou du Kotlin depuis JS, et pareil pour Swift, etc. Dans les deux sens. On a des mécanismes pour créer des implémentations spécifiques par plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si on a un appel réseau à faire, par exemple, c'est pas la même API sur iOS et Android, parce que c'est pas les mêmes langages, etc. Et en fait, on va pouvoir avoir une implémentation d'une fonction spécifique à chaque plateforme, et Kotlin Plateforme choisira la bonne implémentation en fonction de la plateforme sur laquelle il tourne. Et il y a aussi tout un tas d'outils qui permettent d'interopérer avec l'écosystème. Donc, ça veut dire même aller chercher les dépendances qui sont propres à Apple, donc via CocoaPod, ou les dépendances de JS via NPM. Donc assez complet. Et au final, Kotlin multiplateforme, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des librairies qui sont prêtes à être consommées pour chaque plateforme. Donc des librairies pour Windows, pour macOS, etc. Et là, pour ce qui nous intéresse, des AR pour Android et des frameworks pour iOS. Alors, si on cherche à voir ce qu'on peut faire avec ça dans le mobile, on va faire un petit peu d'architecture. Donc, une application mobile, basiquement, c'est une application qui communique avec un back-end. Et une application moderne, en général, elle est designée. On va avoir une couche UI qui récupère les actions utilisateurs et qui affiche les infos utilisateurs. Une couche domaine qui implémente les règles métiers de l'application, et une couche data qui implémente la communication avec le back-end. Et en fait, ces couches domaine, cette couche data, en fait, c'est un candidat à être mis en commun sur les deux applications iOS et Android via Kotlin multiplateforme. Donc, on garde une application iOS, une application Android, et on a notre domaine et notre data qui sont codés en Kotlin multiplateforme, et on n'implémente plus que l'UI, on va dire, avec les frameworks natifs. En fait, Kotlin multiplateforme en mobile, ça nous permet de partager tout le code qui n'est pas UI entre une application iOS et une application Android, et de créer un genre de SDK en fait pour notre couche données et notre couche domaine. Donc en fait, on crée trois systèmes logiciels. On garde notre application Android, notre application iOS, et on a notre SDK. Si on compare ça avec les frameworks cross-platform classiques, donc je prends les plus répandus actuellement, c'est React Native et Flutter sur mobile. En fait, ce sont des frameworks qui font tourner une application cross-platform. Donc en fait, on est complètement abstrait de la plateforme native, des API qui sont créées par Apple et Google, et on reste complètement dans l'écosystème JavaScript et Dart quand on développe ces applications. En fait, une application cross-platform, c'est une application native, mais qui est quasiment vide, qui sert juste à instancier une application cross-platform. Et le développeur, il va développer cette application cross-platform sans lien direct avec les API du système natif. Et en fait, ça fait qu'on perd les outils. Enfin, il y a énormément de développement qui sont faits par Apple et Google pour leurs outils de développement natif, pour leur documentation, etc. Et le fait d'utiliser un framework cross-platform, on se passe un peu de ces outils. Donc, si on compare un peu les deux, en fait, en cross-platform, on va avoir une application qu'on pourra écrire une seule fois et la faire tourner partout sur les deux plateformes. Et en fait, ça a bien marché pour la plupart des applications, il ne faut pas se le cacher. On a une seule base de code, donc ça, c'est très bien.
Par contre, on peut atteindre voilà, des limitations dues au framework cross-platform qui n'abstrait pas forcément 100% qui permet pas accès à 100% de la plateforme haute. Et de notre côté, on a Kotlin multiplateforme qui, lui, va nous permettre simplement de partager le code non UI. Mais par contre, ça va pouvoir s'appliquer à toutes les applications natives. Et ça va même être facile à intégrer dans des applications existantes, en fait, qui aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont une application iOS, une application Android complètement séparées. On fait du développement, on utilise l'API native pour faire de l'UI. Et par contre, bah voilà, on a au moins deux équipes à maintenir, deux équipes pour maintenir chacune des applications, et on a une architecture plus complexe. Donc c'est vraiment plus adapté pour les grosses applis où il y a un budget plus important. Et pour finir, alors je vais vous parler de ce qu'on peut faire en fait avec si on réfléchit à ce qu'on peut faire une fois qu'on a choisi de faire du Kotlin multiplateforme, qu'on en a pour notre application iOS et notre application Android, en fait, on peut très bien imaginer avoir une web app qui va réutiliser notre petit SDK de la couche domaine et la couche data et redévelopper pareil juste l'UI en front web et réutiliser juste le SDK. Et on peut même imaginer avoir un client lourd Windows ou macOS pour notre application, plus facilement que si on devait tout refaire de zéro. Et on peut même imaginer avoir le serveur codé en Kotlin. Alors là, bien sûr, on ne va pas tout partager, mais on peut déjà partager des modèles et du code entre le client et le serveur, par exemple du code de validation qu'on peut faire tourner sur les deux. Donc voilà, on peut vraiment mettre du Kotlin partout si on veut. Et j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. S'il y a des gens qui ont des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, on va les relayer et on va y répondre. En attendant, moi, je peux déjà poser une question. Ouais. Du coup, l'interface avec les frameworks, et donc pas juste le langage, mais les frameworks, par exemple, s'il y a des fonctions qui sont spécifiques à iOS ou des fonctions qui sont spécifiques à Android, comment tu vas les gérer dans Kotlin? Il faut développer un plugin un peu comme dans React Native, ou est-ce qu'il faut... Alors oui, ça va ressembler à ça en fait. C'est un peu ça, voilà. L'idée c'est, Kotlin Platform en fait, ça permet de dire, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On va pouvoir avoir une fonction qui a une implémentation différente selon la plateforme. Donc on va pouvoir aller écrire du Kotlin qui va taper sur le framework iOS. Et en fait, tout le framework iOS est déjà fourni. Enfin, il y a des bindings qui sont déjà fournis avec tout le framework iOS. Donc, on va pouvoir en fait adresser l'API d'iOS via Kotlin. Donc, on va pouvoir faire le lien comme ça et on peut même faire le lien vers n'importe quelle librairie tierce iOS ou Android. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça y répond. Merci. Il y a une question sur le chat qui est, je vais l'afficher à l'écran, comment tu fais le lien entre l'interface et le côté back qui est en Kotlin? Alors, l'interface graphique, c'est ça? Oui, pardon, l'interface graphique. Donc, par exemple, tu veux afficher une valeur qui se trouve dans le back-end, comment tu fais le lien avec l'interface graphique? Alors, pour ça, c'est du développement mobile classique. En fait, c'est ce que fait déjà une application mobile. On récupère, on a notre couche data qui va se charger de récupérer la valeur sur le back-end, éventuellement qui va être traité par des règles métiers dans notre partie domaine. Et après, c'est exposé à notre partie UI notre couche UI de l'application mobile. Et ça, a priori, c'est ce qu'on fait dans toutes les applications mobiles. Je me demande si la question, c'est pas aussi par rapport comment dans ton projet mobile, tu intègres la partie entre le KMM et la partie UI classique. D'où les guillemets sur le mot back. Je pense formuler autrement. Ah, d'accord. Si tu as un back-end j'ai pas le texte de la question. Oui, pardon. Je te le réaffiche à l'écran. Si tu...
C'était plus sur sur la lequel- base. Ouais. Hop. Mais en fait, alors ça, cette question, c'est juste, si je comprends bien, en fait, on va avoir une application native et qui va intégrer en fait vraiment comme une librairie externe, comme on fait déjà en général dans une application mobile, on a souvent des dépendances externes. Donc en fait, notre partie back entre guillemets, ça va être une librairie qu'on va intégrer dans notre application mobile et on aura juste à la câbler avec l'UI en fait. C'est ce que je dis quand on fait un SDK, en fait, c'est une librairie qui est intégrée dans une application native. Et ce qui permet en fait de faire une intégration progressive aussi, c'est-à-dire que si on a une application existante, on peut imaginer coder une nouvelle fonctionnalité en Kotlin multiplateforme et avoir une librairie qui correspond au domaine et à la data de la nouvelle fonctionnalité et la câbler comme si on avait un SDK externe pour cette fonction. Ok. Une réponse très claire. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en reposais une dernière de mon côté. Tu as évoqué un moment que tu pouvais embarquer du JavaScript dans du Kotlin. Je ne sais pas si c'est vraiment dans ce sens que tu peux le faire. En fait, non, c'est appeler du JavaScript via du Kotlin dans le cadre d'un projet Kotlin multiplateforme. Mais ça restera toujours une application JS qui dépend d'une librairie Kotlin multiplateforme. D'accord. Ok. Si, encore une question qui vient d'arriver. Je l'affiche à l'écran. Actuellement, Kotlin multiplateforme est en alpha, mais est-ce que c'est stable? Alors, stable, oui. Après, poliché, je suis pas complètement sûr, mais c'est stable. Après, il y a déjà des boîtes qui l'utilisent en production. Après, il y a encore des gros développements en cours. C'est surtout l'alpha, je pense que c'est pour indiquer que les API sont pas forcément stables. Mais effectivement, c'est déjà c'est assez prometteur comme techno. Donc, ça intéresse pas mal de gens en fait, de pouvoir mutualiser du code entre deux applications iOS et Android. Notamment Deezer qui l'utilise en production, je crois. Okay. Et il y a une dernière question et ensuite on va passer à la suite. Est-ce que le build multiplateforme marche avec Maven? Je pense pas, non. C'est très. La plupart des outils sont donnés avec Gradle et même les scripts Gradle codés en Kotlin. Donc je ne pense pas. Okay. Bien. Eh ben, merci pour les réponses. Je vous en prie. Merci. Je te laisse la main, Caro, pour la suite. Yes, ça marche. Du coup, Maxence, si tu veux présenter. Ouais. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler un peu d'éco-conception d'une application mobile. Et le titre disait l'exemple de Facebook Live, ce qui peut sembler étonnant, mais je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Donc pour un peu de contexte, moi, je suis développeur aussi mobile chez BAM et sur un peu de temps hors projet, je m'intéresse à ces questions d'éco-conception et d'impact environnemental des applications. Donc tout d'abord, on va commencer un peu par du contexte, des chiffres pour comprendre de quoi on parle. Donc ça, c'est un peu l'état actuel du numérique en France. Aujourd'hui, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. Et si rien n'est fait d'ici 2040, ça pourrait monter à plus de 7%. On parle aussi, pour info, à l'échelle mondiale, on parle de 4% des émissions sont actuellement dues au numérique. C'est autant que l'aviation. Et pareil, au niveau mondial, ça va continuer d'augmenter. Et un truc qui est important, c'est qu'en France, vu qu'on a une électricité qui est très décarbonée, une grande partie de l'impact environnemental du numérique est due à la fabrication des terminaux. Donc, que ce soit téléphone, ordinateur, tablette, etc. C'est ça qu'on entend par terminaux.
Si on regarde un peu le cas du téléphone portable, parce que c'est celui sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, en France, chaque année, on vend 25 millions de téléphones et on le remplace tous les 2 ans en moyenne. Alors que dans près de 2 tiers des cas, le téléphone fonctionne toujours. Donc si on regarde un peu combien de temps on pourrait garder un téléphone, avant qu'il y ait vraiment une panne, matérielle ou vraiment une raison, concrète de le changer, en théorie, on pourrait garder un téléphone tous les 4 ans. Ce qui ferait 2 fois plus, ce qui diviserait l'impact par 2 quasiment. Donc c'est, assez important et on considère du coup pour les téléphones précisément que les 3/4 de l'impact, plus des 3/4 viennent de la fabrication. En fait, suivant les sources, on ne tombe pas tout à fait au même résultat parce que c'est assez dur à mesurer précisément. Du coup, maintenant, je vais vous parler un peu, du cas Facebook et Facebook Lite. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'en fait, c'est 2 applications qui ont exactement les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire, il y a peut-être 1 ou 2 petites subtilités, mais quand j'ai fait mes essais, j'en ai vu aucune. Ce sont 2 applications qui ont tous les 2 accès à votre flux Facebook, qui vous permettent d'envoyer des photos, qui ont les mêmes idées de story, comme vous voyez dans les captures d'écran du Play Store, qui ont les mêmes, le marketplace, et cetera, et cetera. Les seules différences visuelles qu'on ressent vraiment, c'est que les animations sont un peu moins léchées, un peu plus, simples et basiques. À part ça, a priori, il y a pas de différence. Quelle est l'idée de base de Facebook? À la base, quand ils ont sorti Facebook Lite, c'était de, cibler les marchés émergents les pays émergents, pardon, qui ont des téléphones qui sont en général moins puissants et moins, plus anciens que ceux qu'on a, dans les pays, dits occidentaux. Et en fait, du coup, c'est ça vraiment le concept du truc, c'est une app qui est pensée pour tous les téléphones. Donc c'est purement du point de vue économique à la base, c'est se dire: «Bah, en fait, on va viser plus de gens, donc on va avoir plus d'utilisateurs, donc plus de revenus» et cetera, et cetera. Mais sur l'argument que je disais tout à l'heure, c'est aussi, que dans nos pays occidentaux classiques, ça peut nous permettre de garder plus longtemps le téléphone. Pourquoi? Parce que quand on regarde Facebook, je vais l'appeler normal, pour la version qui n'a pas de suffixe, il faut avoir au minimum Android 6, qui est sorti il y a quelques années, mais tous les téléphones actuellement en utilisation en France ne sont pas sous Android 6. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de télécharger Facebook? Soit on ne le voit pas dans la liste et dans ces cas, on comprend que c'est le téléphone qui n'est pas compatible, soit au contraire, on a un message qui dit: «C'est pas compatible avec votre téléphone parce que la version est trop ancienne». Donc cette incompatibilité va encourager l'utilisateur à soit pas utiliser l'application, donc ça c'est le point de vue business, soit du point de vue écologique, qui est mon point de vue aujourd'hui, c'est de se dire, ça va le forcer à changer de téléphone. Pas seulement Facebook, mais si c'est tout un ensemble d'incitations sur cette version minimale, au bout d'un moment, l'utilisateur va se dire, oui, je vais changer. Alors que Facebook Lite, ça remonte jusqu'à Android 2.2. Alors, je suis assez jeune, d'accord, mais mon premier téléphone portable, il était déjà, il était au-dessus de 2.2. Donc, c'est vraiment une version qui est très ancienne, qui veut dire que quasi 100 des téléphones aujourd'hui sont compatibles avec Facebook Lite. Un autre critère ensuite, c'est la taille de l'application installée. C'est pareil, en fait, c'est un autre critère pour les utilisateurs. C'est probablement comme moi, vous avez déjà eu un téléphone avec marqué « Impossible d'installer cette application parce que vous n'avez pas assez d'espace disponible ». De là, il y a plusieurs solutions. Désinstaller une autre application, donc mauvais pour le business parce qu'on va essayer de désinstaller les applications les plus lourdes, ou au bout d'un moment, on va se dire: «Bon, je vais acheter un téléphone qui a des plus grandes capacités, en termes de stockage». Là encore, la différence est assez flagrante pour 2 apps qui font exactement la même chose. Il y a un facteur quasiment 25 sur, la taille de l'application. C'est, probable. J'ai pas le comment derrière technique, mais probablement que les ingénieurs de Facebook ont énormément travaillé sur, l'optimisation de Facebook Lite. Un autre point, c'est, le système de cache, que j'ai appelé là, données en mémoire. Lorsque vous utilisez l'application, pour éviter qu'il retélécharge à chaque fois tout le temps les photos et les afficher plus rapidement, il va les stocker dans une sorte de cache. Là, j'ai fait dans les 2 cas, en fait, j'ai utilisé l'application pendant 10 minutes et à la fin, j'ai regardé, dans les paramètres du téléphone, quel était l'espace, pris par l'application.
Alors, j'ai pas malheureusement pu faire exactement le même usage, télécharger les mêmes photos, voir les mêmes vidéos, etc. Mais là encore, on voit qu'il y a une différence assez importante entre les deux. J'ai pas pu creuser pour savoir est-ce que les photos sont stockées dans une moins bonne résolution, il y en a moins qui sont stockées, etc., etc. Il y a plein de possibilités pour réduire cette taille des données, mais dans tous les cas, ça a un impact, encore une fois, sur le stockage du téléphone. Un point là qui est un peu moins sur le terminal, mais justement sur l'autre partie, les 20-25% qui restent sur l'énergie, c'est de se dire, bah, plus on consomme de données, plus on émet de gaz à effet de serre, parce qu'on peut faire un lien direct entre un octet transmis et le CO2 associé. Et donc là encore, en ayant un usage très similaire sur 10 minutes, on obtient des résultats complètement différents entre les deux applications. 85 mégaoctets pour Facebook normal, 20 mégaoctets pour Facebook Lite. Là, de même, en tant qu'utilisateur, moi, je ne me suis pas rendu compte de est-ce qu'il y a plus d'artefacts, de compression sur les photos entre les deux images. Je n'ai pas vraiment vu de différence. Et donc, bah, si c'est fonctionnellement pareil pour l'utilisateur, il vaut mieux d'un point de vue écologique, essayer de diminuer au maximum. Du point de vue commercial, pourquoi ils sont concentrés là-dessus? Bah, s'il n'y a pas la 4G, s'il y a que du réseau, s'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de 4G, il faut pouvoir que l'application fonctionne avec des réseaux 3G et 2G. Donc, moins on envoie de données, mieux c'est pour l'utilisateur. Un autre point, c'est le temps de démarrage de l'application. Donc là, j'ai mesuré sur un téléphone qui, en France, est considéré comme assez peu performant, dans les 10% les moins performants, mais qui est quand même assez répandu. C'est un Samsung Galaxy J3. J'ai chronométré le temps entre le moment où j'appuie sur le bouton démarrer l'application et le moment où je peux enfin interagir avec. Pour ceux qui font du web, c'est un critère qui connaissent assez bien normalement, c'est le temps pour que l'utilisateur puisse interagir. Parce que si c'est trop long, il va se dire soit c'est le téléphone le problème et changer de téléphone, soit l'application est nulle et va se décider à la désinstaller. Donc là, encore une fois, on a un temps de démarrage, une différence de x2 entre les deux, ce qui est assez impressionnant, encore une fois, avec les mêmes fonctionnalités. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle les Gen Keyframes, donc c'est mesuré encore une fois sur Android. Pour un sentiment de fluidité, Google conseille de faire 60 images par seconde. Et donc les Gen Keyframes, c'est toutes les images qui mettent plus d'un 60e de seconde à se rendre, et donc qui créent une petite impression de lag pour l'utilisateur. En dessous de 20%, ça ne se sent pas. Au-delà jusqu'à 50%, c'est un peu désagréable, et au-delà, à partir de là, plus on augmente, plus c'est compliqué, et au-delà de 80%, c'est juste totalement désagréable pour l'utilisateur. Là, même Facebook normal est plutôt bien optimisé à ce niveau-là sur ce J3 qui n'est pas très performant, mais on voit encore une fois une énorme différence avec Facebook Lite. Donc ça, c'est un ensemble de critères qu'on peut regarder sur nos applications. Il y en a d'autres où en fait, il n'y a pas de différence entre Facebook et Facebook Lite. C'est avoir des fonctionnalités qui sont bloquées suivant l'appareil. Donc pour ceux qui sont en Île-de-France, vous avez peut-être entendu parler des applications où on vous dit oui, vous pouvez mettre vos billets sur votre téléphone, mais souvent, il y a une fonctionnalité qui est requise pour ça, c'est le NFC. Ce qui veut dire que tous les téléphones qui n'ont pas de NFC sont laissés à la trappe. Donc là, il y a deux solutions. Soit en fait, l'utilisateur va se dire bon, tant pis, je n'utilise pas cette fonctionnalité. Soit ce qui arrive assez régulièrement, c'est aussi de se dire je vais acheter un nouveau téléphone qui a le NFC pour avoir cette fonctionnalité. Un autre point, c'est de savoir gérer tous les types d'écrans. Les anciens téléphones sont souvent des petits écrans. Il faut pouvoir les prendre en compte. Il faut faire des écrans assez responsifs pour que ça marche quand même. Parce que si la moitié du texte n'est pas lisible, encore une fois, changer de téléphone, désinstaller l'app. Et enfin, il existe quelques petits points pour préserver la batterie du téléphone, parce qu'une des raisons qui font qu'on change de téléphone, c'est parfois une usure prématurée de la batterie. Donc, en tant que développeur, si on limite l'usage de la batterie, on peut faire en sorte que l'utilisateur change de téléphone moins régulièrement. Donc, c'est prévoir un thème sombre. C'est notamment important pour les écrans AMOLED. Limiter l'usage du GPS et du Bluetooth qui consomment tous les deux énormément de batterie. Après, ça a aussi un aspect positif pour l'utilisateur, parce que pour les téléphones avec peu de batterie, ça peut faire que même en utilisant l'application, il peut tenir toute la journée, plutôt que de devoir le recharger, ou 2 jours, etc., etc. Donc, ça a un impact à la fois positif pour l'utilisateur
et à la fois, ça évite de changer de téléphone trop régulièrement. Donc, si vous êtes dev et que vous m'avez suivi jusque-là, vous voulez essayer de changer un peu ces différents points que je vous ai présentés, une solution assez simple, c'est d'invoquer l'argument commercial s'il faut négocier avec un chef de projet ou un client lorsqu'on est dans une agence, etc., etc. C'est de dire qu'une expérience désagréable sur certains téléphones, ça risque de faire perdre des utilisateurs. Ce n'est pas l'argument écologique, mais c'est un argument qui, en général, peut fonctionner. En tant que dev, lorsqu'on choisit de rajouter une dépendance ou une techno, il faut penser à la version minimale supportée par le téléphone. Ça peut être intéressant. S'il y a 2 librairies qui font exactement la même chose, ça peut être intéressant de prendre une librairie qui a un plus grand champ de compatibilité pour ne pas limiter l'application. Et enfin, il y a plein de petits gestes pour limiter, notamment l'espace sur le téléphone. C'est la compression des images. C'est penser à faire une politique d'expiration du cache, ce qui n'est pas naturel. C'est dire, bon, les images qui ont plus d'une semaine sur Facebook, je ne vais pas les regarder à nouveau, donc on peut les supprimer. Et aussi limiter le nombre de requêtes. Parfois, on ne fait pas attention, on fait des requêtes qui sont inutiles. Si on peut essayer de les optimiser, c'est toujours quelque chose qui est bon à prendre. Donc voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Maxence. Ouais, merci. Et je vois dans le chat qu'en effet, il y en a qui ont tenu 6-7 ans avec les téléphones. Bravo. Vous êtes largement au-dessus de la moyenne française. Je vais commencer par une question, du coup, en attendant qu'il y en ait qui arrivent. Sur ton slide sur Facebook contre Facebook Lite, normalement, tu parles de la taille du cache. Ouais. Alors, sur le slide, c'est marqué données en mémoire, mais tu parlais du cache à l'oral. Oui, parce qu'en fait, j'ai regroupé les deux. Est-ce que le cache, c'est vraiment un avantage d'en avoir moins? Parce qu'au final, moins tu as de cache, plus tu vas télécharger plusieurs fois les données sur Internet. Ouais. À quel point on sait que vaut mieux l'un ou l'autre? En fait, c'est un trade-off qui a à réfléchir, qui n'est pas évident. Justement, c'est une question... c'est une question que nous, on se pose en tant que dev, c'est trouver le trade-off. Parce que si tu n'as pas de politique d'expiration du cache, en fait, il va grossir indéfiniment. Moi, je sais qu'à une époque, tous les 2-3 mois, j'allais dans les paramètres de mon téléphone pour vider le cache de Facebook pour gagner un peu de place parce que ça montait à plus d'1 giga. Parce que tu vois, je sais, moi, en tant qu'utilisateur, que je n'ai pas besoin de ces images qui sont trop vieilles. Après, se dire, ouais, avoir 0 de cache, c'est, en effet, comme tu as dit, c'est mauvais parce que ça fait que tu retélécharges tout à chaque fois. Alors que dans une application comme Facebook, il suffit que tu changes d'onglet et tu vas à nouveau revoir la même photo. Donc, en effet, il faut du cache. Ça peut être utile de peut-être avoir une résolution plus faible, faire une politique d'expiration. C'est 2 solutions qui me paraissent pas mal pour commencer. Ok, merci. Notamment, là, je n'ai pas précisé, mais il y a aussi un autre truc, c'est parfois on télécharge des images à ultra haute résolution, alors qu'on a des téléphones qui sont parfois bloqués en 720p. Il y a peut-être une réflexion à avoir aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, hors des téléphones, on le voit aussi sur certains sites où c'est des images en pleine résolution, alors que c'est des petites vignettes qui sont affichées. Ouais. Je vois pas de questions arriver. Ok. Du coup, merci Maxence. Jean-Phi, on va peut-être pouvoir passer à ton talk. Juste avant, peut-être de préciser de rappeler en tout cas, que pour le dernier talk de Geoffrey et Jean-Philippe, du coup, eh bien, on attend vos propositions dans le chat pour des sujets d'abstract. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Jean-Philippe, tu peux
Yannis, si tu veux. Yes, c'est parti. Alors moi, pendant 10 minutes, là, je vais vous montrer en fait qu'on peut faire du développement Java sans avoir de JDK sur son poste. Alors, c'est pas de la magie que je vais montrer. On va tout simplement prendre un IDE Cloud qui s'appelle Gitpod et on va voir qu'on peut faire de choses très sympas. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé quand on arrive sur un projet ou dans une nouvelle équipe, un nouveau boulot. On a toujours une étape obligatoire qui va être la plus sympa, celle de lire ce fameux manuel. Ce manuel ou alors une pile de documents qu'on va devoir lire, éplucher pour avoir justement la configuration de son poste pour que que le projet sur lequel vous allez travailler fonctionne tout simplement sur votre poste. Pour un développeur Java, on va forcément penser à du Maven, on va installer un JDK. Si jamais on fait de l'Angular, on va s'amuser avec Node. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Dans le monde de l'open source, c'est un peu pareil. On va avoir le README aussi, généralement, qui contient pas mal d'informations qu'il va falloir suivre à la lettre. Donc, si le projet il est petit, ça va. Si c'est un projet classique, on va retrouver franchement des configurations qu'on peut déjà avoir sur son poste, donc on s'en sort bien. Mais quand on arrive sur des énormes projets, où là, il faut installer 5 ou 6 outils différents, et chaque fois, ça peut devenir une sacrée galère. Si jamais l'info n'est pas dans le README, je vous conseille clairement de l'indiquer parce que c'est quand même bien pratique. Et souvent, ça peut aussi faire fuir des gens si sur votre projet, vous n'expliquez pas comment il faut le lancer. Je le dis parce que ça arrive, on en trouve plusieurs. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé de perdre du temps à cause d'une mauvaise version de JDK. Moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas de switcher entre des microservices Java 8, Java 11, et du coup de se tromper, d'exécuter des commandes en Java 8 ou avec une version de Maven qui n'est pas la bonne et ça provoque des erreurs. Alors effectivement, ça se voit vite, mais ça nous fait perdre 2-3 minutes au minimum. Et en fait, ça peut être simplement embêtant. Le pire sur les projets Angular, mais sûrement à cause de mes connaissances. Alors, c'est vrai qu'il y a des outils qui sont très intéressants, comme NVM ou SDKman, qui permettent d'installer des outils assez rapidement. Par exemple, pour Maven, je garde l'exemple de Maven, on peut effectuer des commandes genre SDK use Maven avec le nom de la version. Donc, on peut switcher très rapidement sur la version de Maven qu'il faut. Donc, en tout cas, c'est des outils que j'ai sur mes postes depuis pas mal de temps et qui sont assez pratiques. Et depuis 2016, il y a quand même des environnements cloud, des IDE cloud qui apparaissent. Alors, bon, je ne vais pas tous les citer, je vais m'arrêter uniquement sur Gitpod, parce qu'en 10 minutes, je vais aller directement au vif du sujet. Gitpod, pourquoi Gitpod? Je vais vous montrer tout à l'heure, mais en tout cas, on peut faire pas mal de choses, du développement, de la préparation de workshops pour les formations. Donc là, j'ai mis 2 liens de vidéos YouTube de personnes qu'on connaît, Philippe Charrier, Horacio et Thierry, qui sont des Gitpodéros. Donc, ils ont fait pas mal de conférences sur ce cas-là pour expliquer vraiment tout ce qu'on peut faire avec du Gitpod. Mais moi, par contre, je suis développeur, je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant chez Zenica sur Nantes. Donc, je suis co-orga aussi des Human Talk et je fais partie du programme des GitLab Heroes. Et à mon temps perso, ça m'arrive de faire pas mal d'open source et du coup de switcher entre des configurations de projets, entre ceux de mon client, des projets open source, des projets que j'ai, et le slide de crash test que j'ai montré tout à l'heure, ça m'arrive quand même assez souvent. Alors là, directement, je vais vous montrer comment on peut utiliser Gitpod. Alors pourquoi Gitpod? Tout simplement parce qu'en fait, le bouton, il apparaît là, sur le projet GitLab. Si jamais vous ne l'avez pas, en fait, il se cache en dessous du Web IDE, qui est un projet de GitLab qui permet de faire des modifications de fichiers assez simples, on va dire. Le but, c'est pas d'avoir un IDE comme vous pouvez avoir entre un VS Code et un IntelliJ. Et à partir de ce Gitpod, donc je l'ai lancé un petit peu en avance, en fait, on va se retrouver dans une interface VS Code. Alors oui, je fais du dev Java et je fais du VS Code et je l'assume totalement. Il y a des extensions qui ont été créées notamment par les personnes de Red Hat qui sont super pratiques. Et moi, quand je fais du Java, ça m'arrive de faire du Quarkus, pardon. Et dans ce cas-là, j'ai défini un template qui va me permettre d'avoir 2 fenêtres. Donc là, la première,
en fait, si vous ne connaissez pas Quarkus, il y a une commande qui fait Quarkus Dev qui permet d'exécuter votre microservice. Et ben moi, là, en arrivant sur mon projet, mon microservice est déjà démarré. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Et comme en Quarkus, on s'amuse souvent à faire des commandes Quarkus, je ne sais pas, extension, et puis on ajoute des extensions, par exemple du Mongo, etc. On peut avoir la petite fenêtre de droite, comme ça, mon terminal qui est lancé, là, ici, et lui, il ne bouge pas, et puis on va voir qu'il y a des choses qui vont tourner. Comment j'ai fait ça? Je me suis basé sur un fichier gitpod.yaml, il y a pas mal d'options disponibles, je ne vais pas avoir le temps de toutes vous les montrer, mais je vais définir des tâches. Ces tâches-là, je vais pouvoir dire, bah voilà, moi, mon API, elle s'appelle API démo, bah, j'ai tout simplement fait un CD API et je lance ma commande Quarkus Dev. Donc, c'est exactement le terminal de gauche où je vois le résultat de cette commande. Et comme je voulais splitter mon écran, et ben on voit qu'il y a une tâche exécutée en parallèle avec cette option-là, un Open Mode Sleep Right, qui permet d'avoir mon terminal de droite. Et à partir de là, je peux faire pas mal de choses. Gitpod, comment ça marche? Donc tout est containerisé et on se base sur une image. Donc par défaut, Gitpod met à disposition des images de base qui permettent de faire des choses très variées, que ce soit du Maven, de l'Angular, etc. Mais sauf que moi, dans cette partie-là, quand je fais du dev Quarkus, j'aime bien avoir la clique Quarkus, tout simplement, avoir ce petit mot Quarkus quelque chose. Et donc il a fallu que je construise mon image. Donc, il y a plusieurs options pour le faire. Soit on déclare une image qu'on a créée préalablement, donc là, c'est mon cas, mais on pourrait imaginer, en fait, avoir le Dockerfile directement dans le projet et faire une simple référence de ce fichier-là. Comme ça, dès qu'on lance notre projet, on aura une image Docker qui va être construite. Donc, forcément, ça va prendre un petit peu de temps, mais derrière, cette configuration, elle est identique pour toutes les personnes qui vont travailler sur mon projet. Donc, il ne se casse pas la tête à savoir ce qu'il y a dans le Dockerfile, ce qui est à faire. Tout est déjà configuré. Dans Gitpod, on est dans le VS Code, on peut définir des extensions par défaut. Comme ça, effectivement, je n'ai plus besoin de reconfigurer mes extensions, d'indiquer dans mon README quelle extension est bonne à prendre pour les personnes qui vont venir sur mon projet. Tout est déjà défini. Donc là, vous voyez que j'ai pris un workflow GitLab. Donc vous avez vu que je suis sur GitLab. Et des extensions Java pour VS Code. Ouais, tout simplement. Et on a une petite notion qui est quand même sympa, c'est la notion de port. Donc là, j'ai défini que je vais avoir deux ports publics, le port 8080 et le port 5005. Et ces ports-là, je peux les retrouver, ils sont par là. Donc là, on voit qu'ils sont publics et j'ai des ports privés, j'en parlerai juste après. Et en fait, quand je vais aller consulter, en fait, je vais voir que mon port de localhost est accessible. Et là, en fait, je peux me balader dans mon projet qui est public, mais qui a une adresse quand même assez perchée, dans lequel je peux faire le développement que j'ai besoin. Donc ça, c'est quand même pratique. Donc tout développement local va pouvoir être testé sur votre environnement cloud. Et du coup, je n'ai toujours rien installé sur mon poste. Là, dans mon projet Quarkus, je me suis dit que bon, pour une API basique, je vais avoir une base de données. Donc là, je me suis basé sur du Mongo. Pourquoi Mongo? Parce que voilà, bien. Et en fait, avec Quarkus, il va directement utiliser les dev services qui vont permettre d'instancier une infra Docker autour de mon composant. Et là, quand je vais voir mon Docker PS, je vais voir que j'ai des images Mongo. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, mais j'ai pris l'extension Mongo et je pourrais aller consulter les informations que j'ai. Donc, dans mon environnement cloud, je peux développer. Je peux avoir aussi des images Docker que j'utilise. Donc, en fait, on peut très bien imaginer du développement classique avec une batterie de tests utilisant, donc là, Quarkus utilise du test container. Et en fait, je peux littéralement développer. Et pour ceux qui pensent que VS Code n'est pas fait pour développer en Java, on peut montrer très rapidement qu'on a de la complétion. Voilà, donc on peut faire du développement comme on pourrait faire dans IntelliJ. Le but, c'est pas de vous le montrer. Si jamais les personnes sont vraiment réticentes à VS Code, il y a des plugins qui sont en train d'être mis à disposition pour avoir de l'IntelliJ dans Gitpod. Pour l'avoir essayé il y a un mois ou deux, c'est assez long, c'est encore plus long. Et bon, j'ai mis de côté, mais si ça intéresse, je suis sûr que ça va évoluer dans ce sens-là. Si je reviens rapidement sur les slides, ce que je vous ai montré, c'est un template en fait qui est à disposition. Donc moi, sur mon repo GitHub,
perso, mais qui normalement devrait arriver sur le repo des templates de Gitpod, donc ce sera à disposition de tout le monde. Et si jamais vous voulez faire du développement un peu exotique ou pas vous prendre la tête à configurer votre projet, il y a beaucoup de templates, donc sur du Go, sur de Flutter, sur du je sais pas trop quoi, il y en a tellement que ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Et si jamais vous avez des questions, ben, c'est le moment. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Philippe. Je vois pas encore de questions. Je sais pas si dans les Non, non. speakers. Ouais. Allez, j'en si tu as plusieurs projets qui interagissent ensemble, tu vas devoir créer un projet Gitpod avec ces différents projets qui sont ouverts au sein du même onglet Gitpod, où tu vas pouvoir avoir, par exemple, un onglet où tu vas avoir ton projet serveur qui tourne avec CVM et puis un autre projet client qui interagit avec. C'est juste pas du tout prévu pour ça. Non, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais là, la version que j'utilise, c'est la version gratuite. C'est-à-dire que dans la version gratuite, on a 50 heures d'utilisation par mois, donc pour des projets un peu off, perso. Alors, ça fait quand même le taf. Et on peut avoir 4 workspaces en parallèle exécutés en même temps. Donc, c'est-à-dire que si tu travailles sur plusieurs projets GitLab ou GitHub, ça marche aussi avec GitHub et Bitbucket, on peut avoir 4 workspaces en cours. Voilà. Et du coup, qui interagissent entre eux. Enfin, qui peuvent interagir entre eux. Ouais, alors là, au niveau des ouvertures de port, je sais pas si ça marche. J'ai pas essayé. Okay. Moi, je travaille toujours sur des microservices ou alors des projets qui contiennent tout. Mais ce serait intéressant de tester. D'accord. Merci. Alors, je vois une question. Tac, tac. Je l'affiche à l'écran. Merci pour la présentation. J'imagine que pour le stockage, le calcul, ça tourne sur les serveurs de Gitpod. J'imagine que c'est pas du tout gratuit. Quelles sont les limitations? Je crois que voilà. En partie là, je le répète, donc c'est 50 heures par mois, 4 workspaces. Et vos workspaces, ils durent 30 minutes. Parce que là, vous voyez que je suis sur un éditeur. Moi, dans TSJ, je suis fan je suis sous Mac, donc POM-W, sauf que POM-W, il me ferme mon onglet. J'ai perdu mon workspace. Et clairement, là, si je retourne sur le site de gitpod.io en me connectant avec mon compte GitLab, je récupère mon workspace de 30 minutes. Et si après on paye, il me semble que c'est beaucoup plus. Mais je n'ai pas les chiffres en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors il y en a une. Je l'affiche aussi de la même personne, Zotoff. Je me demande aussi s'il y a une intégration Docker Compose. Ce serait sympa de pouvoir lancer les conteneurs dans le cloud à partir d'un fichier Compose. Il me semble qu'il y a un template déjà dispo sur le repo GitHub de Gitpod. Mais après, tu peux le faire, c'est sûr. Là, par exemple, dans mon test que je faisais, j'étais sur du Quarkus qui lance des instances, des pods dans un conteneur Docker. Si jamais tu veux travailler sur du Docker Compose, en fait, tu peux prendre une image, tu la crées toi-même, tu fais ton install de Docker Compose. Et à partir de là, vu que tu es dans une infra Docker, tu peux l'utiliser. Effectivement, j'ai un projet perso qui a beaucoup de pods et il faut que je fasse ça. Donc, si jamais tu n'y as pas réussi, si tu te lances là-dedans, tu me diras. Je pense qu'il faut que je m'y colle ce mois-ci. Ok. Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Je pense qu'on peut passer à la suite. Super. Alors, je vais partager mon écran. Et c'est parti. Et bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous faire partager cette expérience, c'est de construire un abstract. C'est quoi un abstract? C'est la petite zone de texte au-dessus d'un titre quand on propose un talk. Et voilà, vous avez vu le titre, il vous donne envie de lire la suite, et la suite, ça s'appelle l'abstract, et ça vous donne envie ou pas d'aller voir le talk. Je vous propose ce petit challenge. Pour ça, je vous propose à tous de prendre un petit papier, un petit stylo. Côté studio, pareil, c'est de faire l'exercice et de choisir un thème qui vous plaît. D'ailleurs, on va commencer par un thème, j'en fiche. Je te propose pour ce soir, je n'ai pas vu de thème dans les commentaires, de prendre le thème des tests
automatisé, si ça te va. Très bien. Alors pourquoi prendre un thème qui plaît et qui donne envie? Parce que c'est beaucoup plus facile d'en parler. Donc choisissez un thème, je vous donne 10 secondes pour choisir un thème qui vous plaît. On a tous un truc à dire sur un thème qui nous plaît. Et d'ailleurs, la première chose à faire, c'est de dire de quoi avons-nous envie de parler. Donc j'en file note ce que tu auras envie de dire autour des tests automatisés. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de dire? On prend quelques secondes pour faire ça. Donc notez vraiment ce que vous avez envie de dire, ce que vous aimeriez parler. C'est avant tout votre passion. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 idées. Je vous laisse encore 10 secondes de votre côté studio aussi, par rapport à votre thème. Et du coup, on fait un petit débrief. Et Jean-Philippe, qu'est-ce que tu auras envie de dire sur ce thème? Mais moi, j'aurais envie de prouver l'inverse du tester, c'est douter, que tout le monde connaît, je pense. Ouais. Montrer, de quoi envie de parler de test first. Dans le développement, je trouve ça une pratique très importante. Et surtout, montrer que les tests automatisés sont importants dans un projet. Ok. Alors, si je regroupe un peu, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est bien les tests, il faut en faire. Donc, tester, c'est douter, c'est pas tout à fait lié, mais on va être plus avec presque le test first, parce que je vais rattacher ça au TDD. Moi, c'est un truc que j'ai envie de parler, le TDD. Je trouve que je dis pas que c'est la solution à tout, mais c'est une bonne pratique pour essayer de lancer au moins des tests déjà, et après, il faudra les automatiser. Et les TA, pour moi, je les rejoins, les tests automatisés, par exemple, à de la qualité. Voilà ce que j'aurais envie de dire, et toi aussi. Très bien. Et ce que je te propose, maintenant qu'on a défini ce qu'on a envie de parler, commencer par sa passion, je répète, c'est important. L'étape numéro 2 pour construire un abstract, c'est quel est l'objectif de ton talk? Eh oui. Voilà, le talk se termine. Comment voudrais-tu qu'on parle de ton talk? Quelle trace voudrais-tu laisser à la fin? Quel est l'objectif de ce talk? Alors, je vous invite, pareil, sur votre thème, de faire le même exercice. Quel serait l'objectif? S'il y avait un mot à dire à la fin des spectateurs et des spectatrices, qu'est-ce que ce serait sur votre talk? Allez, je vous donne encore une dizaine de secondes. Quel serait l'objectif de votre talk? Jean-Philippe, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme trace à la fin? Moi, je voudrais entendre les spectateurs dire qu'ils veulent démarrer les tests dès à présent. Surtout ça. Donner envie, inspirer. Donner envie, c'est ça. Moi, j'aimerais laisser un message. Je pense que beaucoup sont convaincus, et convaincre que c'est un investissement et pas un coût. Qu'en fait, la qualité est rentable et que on a besoin de la qualité pour pouvoir produire bien, tout simplement. Eh bien, phase suivante. Eh bien, maintenant que tu as défini un objectif, quelle serait la phrase clé, le message que tu voudrais faire passer? Je parle bien d'une phrase que tu dirais lors de ton talk. Comment tu la formulerais? Et je vous invite à essayer de trouver la même chose de votre côté. Quelle est la phrase que vous diriez qui est un peu la phrase punchline qui ferait partie de votre talk? Je vous donne encore quelques secondes. Donc c'est la phrase un peu punchline, la phrase qui marquerait les esprits des personnes. Jean-Philippe? Moi, je suis parti très simplement en prenant l'inverse de mon première phrase de départ. Tester n'est pas douter. Vraiment montrer qu'il faut s'investir dedans. Punchline.
La phrase punchline, ce serait la suivante. Je me suis intéressé à un truc qui s'appelle Accelerate, peu importe, et il montre, et avec beaucoup de retours d'expérience de clients, mettre en place des tests automatisés, c'est rentable. Ça peut même réduire les coûts des bugs par 1000. C'est-à-dire un bug que tu détectes en dev peut te coûter 1000 fois moins cher que si tu le détectes en production. Parce qu'après, à l'échelle, ça te coûte beaucoup plus cher. Donc ça, c'est le message que je ferai répéter. Phase 4, on a bientôt fini. Eh bien, à quelle problématique réponds-tu? Donc là, avec nos tests automatisés, on a défini des objectifs, on sait de quoi on a envie de dire des choses, mais à quoi on répond? Quelle est la problématique? Les gens qui viennent nous voir, on répond à quoi comme problème chez eux? Comment tu le formulerais? On veut montrer que les tests, l'investissement dans les tests, c'est une étape quasi obligatoire, mais rentable et importante, quoi. En fait, du coup, c'est que l'investissement peut être, en fait, les entreprises ont un peu peur d'investir dedans, en fait. Finalement, comment finalement percevoir le test comme un gain et non pas comme une contrainte, si je peux dire? Est-ce que ça te va, ça? Ouais, très bien. Ouais, ça te va? Tu trouves ça cohérent? Ouais. Donc vous, pareil, sur votre thème, côté studio, voilà, côté public, vous avez choisi un thème. Si vous avez choisi ce thème, c'est parce que vous avez envie de transmettre quelque chose. C'est quoi cette problématique à laquelle vous voulez répondre avec votre thème? Ok, très bien. Comment on peut y répondre? En fait, c'est pas très compliqué. Comment on peut y répondre? En fait, on peut y répondre avec les objectifs que vous avez définis. En montrant tout simplement que en fait, un investissement, c'est un investissement et pas un coût. Et qu'en démarrant les tests dès à présent, on va y gagner de la rentabilité. On va donner envie. C'est aussi de donner envie en montrant des choses, en prouvant des choses. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce talk? Et c'est là qu'il faut rentrer dans le détail. On va retrouver dans le détail ce que vous avez envie de parler, du TDD, du test first, que c'est vachement bien. C'est pas très détaillé, je sais. On va parler test automatisé et on va parler qualité. OK. Et évidemment, on va un peu troller la phrase tester, c'est douter. OK. Très bien. Bon, il n'y a plus qu'à compléter l'abstract. Ce que je te propose, Jean-Phi, c'est de faire, voilà. Votre problématique, elle est là. Donc, on remplace. On commence par la problématique. Si j'arrive à le faire du premier coup. Tac. OK. À travers ce talk, vous pourrez voir quoi? En fait, tout simplement, que les tests sont un investissement et non un coût. Essayez de faire le même exercice, si vous pouvez, voir que les tests automatisés. Alors évidemment, on va prendre le temps de faire les choses bien. Ce sont un investissement et pas un coût, et non un coût. Donc là, il y a un peu de rédaction. Il faut remettre en forme, évidemment, les idées. Et qu'il faut commencer dès à présent. On vous parlera alors notamment de, et là vous marquez, de TDD, test first, de qualité et de tests et de l'importance des tests. Donc là, on commence à avoir un draft, un brouillon. On va essayer de le relire. Comment percevoir les tests automatisés comme un gain et non pas une contrainte? À travers ce talk, vous pourrez voir que les tests automatisés sont un investissement. On va mettre sont un investissement, ça sera encore mieux. Hop. C'est un investissement et non un coût, et qu'il faut commencer dès à présent. On vous parlera notamment de TDD, de test first. Alors, test first, on pourrait remplacer ça par comment démarrer, peut-être. Hop, de qualité, leur importance et de leur importance, hop, de qualité, hop, il y a un peu de remise en forme. Et surtout, voilà, histoire de mettre un peu plus de punchline sur coup, comment démarrer. Hop. Bon, je fais un copier-coller de ça. Hop. Et puis la dernière phase, on va aller sur Conférence Hall, tout simplement. Hop, j'ai un tout petit lien.
Hop, je bascule sur le conférence hall. Tu me dis si tu le vois, Jean-Philippe? Ah ouais, c'est bon. OK, create a new talk, l'abstracter. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit peu de contexte ici. Donc, est-ce que tester est vraiment douter? C'est ce qu'on avait mis tout à l'heure. Est-ce que tester, c'est vraiment douter? Comme ça, tu introduis un petit peu ta phrase troll. C'est vraiment douter. Comment percevoir les tests automatisés comme un gain? On relie encore une dernière fois. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est trouver un titre. Qu'est-ce que tu mettrais comme titre? Qu'est-ce qui t'inspirait? Le pouvoir des tests automatisés? Ouais, c'est ça, ouais, le pouvoir des tests, un titre un C'est peu assez, accrocheur. c'est assez accrocheur. Alors désolé pour le terme, on appelle ça aussi des titres putaclic pour de vrai. Voilà. Les tests le pouvoir des tests automatisés, ça intrigue. Est-ce que tester, c'est vraiment douter? Comment percevoir les tests automatisés comme un gain et non pas une contrainte? À travers ce talk, vous pourrez voir que les tests automatisés sont un investissement et non un coût, et qu'il faut commencer dès à présent. On vous parlera notamment de TDD, de qualité et de l'importance des tests, et surtout, comment démarrer. 3 petits points, suspense, intrigue, et vous avez un talk. Alors, vous avez un abstract qui n'est pas le meilleur possible, mais qui est solide, qui est cohérent. Vous répondez à une problématique. Les gens qui vont recevoir le talk vont tout de suite savoir où vous allez. Ils vont savoir si vous avez lisé en public pour ça. Et puis voilà. Et après, il n'y a plus qu'à faire Create Talk. Je vous remercie. Cool, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Donc pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat et on va y répondre. Moi, j'ai une question du coup pour toi, Geoffrey, ou peut-être Jean-Philippe d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà appliqué sur d'autres talks que vous avez présentés dans le passé? Alors moi, je l'ai fait une fois l'année dernière pour un talk qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et il a été retenu et voilà. Donc c'était en avril, il a été retenu parmi 200 talks. Donc il y en avait 80 sélectionnés, donc c'est super cool. Je l'ai fait pour tous les événements agiles. Donc j'ai fait 7 ou 8 événements agiles l'année dernière, donc ça marche aussi. Et puis cette année, pareil, l'annexe 2022, j'ai continué. Et puis les Human Talk aussi. je me base aussi sur ce schéma pour mes abstracts. Alors, c'est pas les. Il faut un petit peu les peaufiner avec un peu de relecture, mais on a quelque chose de cohérent en quelques minutes. Et moi, je l'ai fait avec une personne de Zenica, ouais, pour se lancer dans les talks aussi, donc ça nous a aidé. Ouais, j'ai des personnes qui les réutilisent, qui réutilisent cette technique. Ouais. Et c'est basé sur une méthode qui s'appelle PTOME, qui n'est pas très connue. Tom, je la note dans le chat. P pour public, T pour thème, O pour objectif, M pour message et E pour émotion. Quand je dis émotion, ça peut être l'inspiration. On va pas parler. Bon, si on fait Java 6, on peut inspirer la tristesse, mais voilà. Une autre question, comme vous avez un peu ordonnancé les actions ou comment réfléchir aux termes et autres, est-ce que ça veut dire qu'au moment de faire l'abstract, tu sais pas encore exactement de quoi tu vas parler? Ouais, exactement. C'est ce que j'aime en fait. C'est aller vers un sujet que l'on découvre. On découvre un petit peu l'abstract au fur et à mesure. Ouais. En fait, je commence par la passion, ce qui nous plaît. Et je dis, voilà, moi, si j'ai pas cette motivation intrinsèque, je vais pas jusqu'au bout. Donc, je vais d'abord parler de ce qui me plaît. Et à partir de là, ensuite, j'essaie de savoir si j'ai un objectif pour le public. Quel message j'ai envie de faire passer? Et à partir de là, mon abstract commence à se dessiner et après, j'ai plus qu'à composer. Ouais. On essaie de faire parler la passion. Et ça t'est jamais arrivé au moment de préparer le talk réel, de te dire, mais finalement, c'est pas un format qui est adapté ou Non, ce jour, ça m'est jamais arrivé. Tu aimerais changer un peu la direction que tu avais mis dans l'abstract parce que tu as trouvé une autre façon de le présenter, ce genre de choses? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, du coup, je fais un autre talk. Ok. Ouais, parce qu'en vrai, tu prépares le talk à ce moment-là, avant de le présenter, ou tu prépares le talk après avoir posté abstract et pour une conférence?
Je fais toujours abstract d'abord, et après je rédige le talk. Ouais. Ouais, mais ma question, c'est plus tu le proposes à quel moment dans ce séquencement? Parce que là, tu nous montrais, bah voilà, je vais proposer directement mon abstract. Est-ce que en vrai, au moment où tu cliques sur proposer le talk, tu as déjà vraiment préparé déjà ce que tu vas dire, un peu plus que juste l'abstract ou pas encore? Non, non, non. Ok. Comme je disais, le fait de choisir un sujet qui nous passionne, il est facile de montrer et de prouver qu'on peut en parler très facilement. Là, je ne sais pas si je prends un thème, je ne connais pas vos passions, mais si je prends Jean-Phi, si je lui montre un thème sur Java, il peut en parler 10 minutes sans préparation. Et en fait, parce que c'est un sujet qu'il aime. Et donc, c'est très facile, après avoir envoyé l'abstract, de construire ton talk. En tout cas, il faut essayer. Il faut essayer, ça marche. Ah, j'espère que vous avez fait l'exercice de votre côté et que vous avez réussi à dégager des choses. Dans tous les cas, on vous enverra les slides avec une capture d'écran de chaque étape. Et des explications, évidemment. Ok, merci. Je Avec vois plaisir. pas de questions passées sur le chat, donc je pense qu'il n'y en aura pas. Ok, très bien. Bah, en tout cas, merci à tous, du coup, tous les speakers, tous ceux qui ont participé à travers le chat. Du coup, pour les prochaines éditions des Human Talk, ce qu'on voulait vous dire, c'est que probablement en mai, ça se refera en physique. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la ville dans laquelle vous habitez. Ça sera posté sur les Twitter respectifs, etc., et les meet-up respectifs. Donc, n'hésitez pas à suivre un petit peu ce qui va se passer du côté de votre ville préférée. Et puis, du coup, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.